Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, Xavier Pinon nous raconte son quotidien de chef d'entreprise de Selectra au jour 51 du confinement, le 1er mai 2020. Le jour 51, c'est le 1er mai, une fête du travail confiné, au goût amer. Les parents se demandent s'ils enverront leurs enfants à l'école le 11 mai, s'ils pourront même le faire. Quid des masques, où en trouver, combien cela va-t-il coûter, pourquoi n'est-ce pas gratuit? Beaucoup de questions pour cette journée qui aurait dû être un moment de célébration de tout ce que les luttes sociales ont permis. En tout cas, avec Xavier, on a bien échangé. Dans cet épisode, on parle centre d'appel, télétravail, Facebook Ads, innovation, Enneagramme, MBTI et Signastro. Effectivement, on parle de beaucoup de choses avec Xavier et on commence par la présentation de sa société Selectra. On fait de la comparaison des fournisseurs d'électricité, de gaz, d'accès à Internet, d'assurance, etc. On est présent dans une douzaine de pays aujourd'hui. On a à peu près 1100 collaborateurs dans nos équipes. On a beaucoup de téléconseillers qui décrochent des appels de nos clients qui, par exemple, emménagent pour mettre leur compteur d'énergie à leur nom ou pour installer leur box Internet, ce type de contrat, ou qui veulent changer de fournisseur pour leur logement actuel pour payer moins cher. Voilà notre activité. Pour donner une idée peut-être sur le nombre de contrats qu'on signe en France, par exemple, pour l'énergie. Donc, on est à peu près à 220 000 contrats signés par an. Ça fait 3% de tous les contrats de fourniture d'électricité et de gaz du marché. Donc, 3% des gens qui déménagent ou qui changent de fournisseur passent par Selectra quand ils souscrivent leur contrat. Donc, le chiffre d'affaires, c'est 54 millions. Donc, ça, c'est au niveau monde. Depuis la crise du Covid, nos ventes sont en baisse de l'ordre de 30% pour l'énergie, tendant à s'amenuiser et à tomber plutôt vers les moins 20, moins 18%. Donc ça s'améliore au fur et à mesure du confinement, curieusement. Et donc on espère revenir à la normale au 11 mai, mais évidemment, on n'a pas de garantie du tout à ce niveau-là. En fait, il y a un peu deux théories qui s'opposent. Soit nous, on est assez dépendant du déménagement. Donc soit il y a un stock de déménagement qui n'a pas pu se faire et qui s'est accumulé, qui va se faire d'un coup en mai. Soit en réalité tout s'est ralenti au niveau du marché immobilier, donc les signatures, les visites, etc. Et du coup, on a un retard durable qui fait que ça va pas reprendre tout de suite. Incertitude sur l'avenir, mais une crise qui touche Selectra finalement moins fort que ses concurrents. Si on a une activité qui est plus orientée vers le changement de fournisseur d'énergie que vers le déménagement, on a beaucoup de concurrents qui font vraiment que du déménagement, auquel cas c'est vraiment super compliqué en ce moment. Donc ça entraîne plutôt des moins 60 ou moins 70% de chiffre d'affaires. Et nous, on cherche plutôt à être dans les meilleurs prix, vraiment trouver les meilleurs deals pour nos clients et le faire savoir le plus largement possible. Et donc toutes ces activités-là trouvent un écho vraiment favorable en période de confinement où les gens consomment plus. En plus, les tarifs réglementés d'électricité ont beaucoup augmenté ces 12 derniers mois. Donc il y a des mauvaises surprises sur les factures qui arrivent en ce moment. Donc je pense qu'on colle mieux à la demande du moment en allant chercher vraiment les prix les plus bas et en faisant profiter nos clients. Si le coronavirus et surtout le confinement ont moins affecté Selectra que d'autres sociétés, elle rencontre quand même 3 grands problèmes. Le premier, c'est la baisse de l'activité. Le gros problème, c'est qu'on a beaucoup moins de gens qui déménagent. Et du coup, comme notre activité, c'est au moins à la moitié du déménagement, on a moins de personnes qui souscrivent des contrats de fourniture d'énergie, d'accès à Internet, etc. Du coup, on se retrouve dans une situation compliquée puisque nos revenus, d'un côté, sont en baisse et nos coûts, d'un autre côté, ne fléchissent pas vraiment puisqu'on a pas mal de coûts fixes et qu'on peut pas non plus passer nos équipes au chômage technique puisqu'on a toujours beaucoup d'appels. En fait, ce qui change, c'est plutôt la qualité des appels qu'on reçoit. Donc, on fait moins de contrats par appel décroché. Donc finalement, nos coûts restent identiques. Donc c'est le premier problème, la baisse de l'activité. Le deuxième problème, ça a été de passer le maximum d'équipes en télétravail. Donc on a d'abord commencé par l'Italie, puisqu'on a des bureaux à Rome, et on s'est aperçu que ça allait assez rapidement venir dans le reste de l'Europe. Donc nos différents bureaux ont pris un petit peu d'avance par rapport aux préconisations officielles pour commencer à passer en télétravail à peu près une semaine avant que ça devienne obligatoire. Comme ça, chaque jour, on avait 15% en plus de personnes qui passaient en télétravail. Finalement, ça s'est plutôt bien passé, à l'exception d'un grand groupe qui voulait pas qu'on passe en télétravail pour des histoires de respect des données personnelles, puisque quand vous saisissez des données clients, vous avez un risque qu'elles tombent entre de mauvaises mains si jamais les plateaux ne sont pas suffisamment sécurisés. Et donc, il y a effectivement une vraie tension entre sécurisation de données personnelles et télétravail dans nos métiers. Donc voilà pour le deuxième problème. Et le troisième problème que ça a soulevé, je dirais que c'est la communication et faire en sorte que tout le monde reste motivé, au courant de tout ce qui se passe. Tout ce qui est informel, en fait, qui passe très bien au bureau quand on se voit à la machine à café, faire en sorte que ça perdure.
Donc voilà un peu nos 3 défis liés au confinement et au coronavirus. Baisse d'activité, nécessité de mettre en place le télétravail et surtout de garder la confiance et la motivation dans ses équipes. Ça, c'est vraiment essentiel, mais c'est un peu la base de ce que toutes les entreprises qui avaient encore une activité, même celles qui n'en avaient pas, ont dû mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est aussi que Xavier, avec ses équipes, a imaginé une nouvelle façon de trouver des clients. On a fait un truc qui a pas mal marché, qui a été en fait de se dire on a moins d'appels, surtout en début de confinement d'ailleurs. On va essayer d'ouvrir un nouveau canal en faisant de la publicité sur Facebook et en montrant aux gens que nos commerciaux étaient en télétravail, s'ennuyaient un peu parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire, parce qu'on avait moins d'activités, et donc que c'était peut-être le moment de changer de fournisseur d'énergie pour faire des économies, d'autant plus qu'avec le confinement, on consomme plus d'énergie. Donc on a demandé à nos commerciaux qui ont des talents d'acteurs de faire des petites vidéos chez lui pour montrer la situation, et donc c'était sympa parce qu'il y avait un côté très authentique. Je suis vraiment chez moi et je suis vraiment en train d'attendre vos appels. Du coup, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a bien marché. C'est une campagne qui nous a rapporté plusieurs centaines de leads par jour, donc vraiment quelque chose de significatif, et qui nous a permis de pallier la baisse d'activité en cette période de confinement vraiment difficile. Et j'ai récupéré cette Facebook Ads. Nous allons écouter Guylain qui demande du travail parce qu'il ne veut pas être au chômage technique. Et ensuite, on pourra échanger avec Guylain sur la vidéo et sur le contexte. Salut, je suis Guylain de chez Selectra. Ici, c'est ma chambre, mais c'est aussi mon bureau, du fait que je suis en télétravail. Désolé pour la qualité de la vidéo. J'avais pas envie de faire venir directement une équipe de tournage ici, donc c'est mon colocataire qui filme. Tout se passe bien ici, mais on s'ennuie un peu. On comprend qu'avec le coronavirus, vous avez autre chose à penser que de réduire vos factures d'électricité et de gaz. On commence déjà à parler de chômage technique. Je préférais de loin faire mon métier, c'est-à-dire être avec vous au téléphone afin de vous faire des devis moins chers sur l'électricité, le gaz et Internet, afin de vous aider à réduire vos factures. Alors si vous êtes chez vous et que vous dites que c'est le moment de vous occuper de vos factures afin de les payer moins cher, j'attends votre demande et je vous rappelle. En attendant, je vous souhaite de bien rester en sécurité chez vous et beaucoup de patience pour cette période. Voilà une vidéo dynamique qui a été utilisée pour faire la publicité de Selectra pendant ce confinement. Si vous êtes sur YouTube, vous avez pu voir les images. Sinon, c'est l'audio. Voilà pour le podcast. Guylain l'a enregistré à Madrid, effectivement, avec son coloc, qui est aussi son meilleur ami. Il avait été remarqué par Xavier lors d'un casting interne pour la première publicité à la télé que Selectra a mise en place. Guylain fait une mini-apparition dans cette vidéo. Là, au cours du confinement, il a pu proposer celle-ci. Il faut savoir que ça a été scripté de bout en bout. Les commerciaux de Selectra y sont habitués. Et du coup, j'ai demandé à Guylain si vraiment il préférait travailler plutôt qu'être au chômage partiel. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Oui, c'est clair, je préfère largement bosser chez moi qu'être en chômage technique parce que clairement, j'ai du coup Thibaut, lui, il est parti de Selectra et je l'ai vu pendant un mois rouillé sur le canapé. Quand il se levait, ça craquait quoi. Donc j'avais pas envie d'être comme ça. J'avais quand même envie d'avoir quelque chose qui m'anime un peu la journée, même si c'est un travail qui est dur et fatigant. Ça reste quand même quelque chose qui anime et qui fait que on n'est pas à attendre, à regarder des séries ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est mal, mais au moins on fait quelque chose qui aide à faire passer la journée plus rapidement. J'ai aussi demandé à Guylain ce qu'il pensait de Selectra en général, surtout pendant cette période difficile. Selectra s'en sort bien, ils ont su réagir au bon moment et c'est ça qui fait la différence. C'est là où on différencie les bons des mauvais commerciaux. C'est les bons s'adaptent, les mauvais du coup rechignent. Et du coup Selectra il s'est hyper bien adapté quoi. C'est là où elle est la chose qui est vachement intéressante, c'est voir comment une entreprise peut s'adapter et les autres, du coup, s'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir s'adapter, vaut mieux les aider que les plaindre. Mais principalement, moi, ce que je retiendrai, c'est effectivement l'envie de pas mettre les gens en chômage partiel, parce que ça, c'était vraiment une démarche que j'ai vue, parce que j'étais aussi dans les discussions avec Xavier Pinon et les autres personnes qui gèrent Selectra au niveau administratif et tout le reste. Il y avait vraiment cette envie que les gens ne soient pas en chômage partiel. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu, pas touché. Sentimentalement parlant, mais en me disant effectivement il y a quand même un geste envers les employés de se dire en fait il aurait pu juste tout simplement mettre tout le monde en chômage partiel et voilà quoi. Alors que là non, pas du tout. Et c'est ça que j'ai trouvé ça très intéressant du coup de la part de Selectra, d'avoir fait ça, d'avoir essayé, de chercher des idées et surtout d'innover à chaque fois. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et surtout le fait de faire confiance à ses employés par la même occasion. J'ai eu la chance que Xavier m'a fait du coup confiance et ainsi que d'autres personnes et peut-être derrière ça va intéresser d'autres personnes dans Selectra qui auraient peut-être besoin des vidéos et que je ferai depuis chez moi. Guylain, 22 ans, commercial à Madrid.
et acteur, créateur de vidéos, qui avec son meilleur ami Thibaut a réussi à créer une publicité qui, on va le voir, a généré un regain d'activité pour Selectra à un moment difficile au tout début du confinement. Donc ça nous a fait plusieurs centaines de leads en fait par jour à une période où on en avait vraiment besoin. Et en plus, ça a été un projet hyper fédérateur parce que derrière, il y a tout un tas de problématiques techniques qui se sont posées. Comment est-ce qu'on générait les demandes de rappel? Comment est-ce qu'il fallait les prioriser par rapport aux autres appels? Si on ratait, si la personne ne décrochait pas la première fois, comment faire pour les rappeler? Enfin, il y a plein de choses au niveau technique qui vont avec. Et donc, il y avait beaucoup d'équipes différentes mobilisées sur ces sujets, entre le commercial qui faisait l'acteur, les équipes d'acquisition digitale qui faisaient tourner les pubs, les équipes techniques qui géraient les rappels automatiques et les priorités, et puis les équipes de vente derrière qui réceptionnaient les appels. Donc en fait, ça a créé un projet hyper fédérateur en interne où tout le monde s'est mobilisé pour en gros éviter le chômage technique, générer de l'activité, et ça a été hyper positif du point de vue de l'ambiance. Et avant de découvrir un peu plus comment Selectra s'est organisé en termes de télétravail, quels étaient les enjeux dans un centre d'appel qui sont très spécifiques puisqu'il y a des donneurs d'ordre et il y a une question de sécurité des données, on a échangé avec Xavier sur la stratégie et notamment sur la création d'un nouveau service digital. Ce qui est bien, c'est que ça a plutôt confirmé notre stratégie puisqu'on est moins affecté par la crise que nos concurrents en réalité. Donc il y a quand même des vrais points positifs dans la crise, c'est que nous on a regagné des parts de marché puisque nos concurrents ont baissé dans des proportions bien plus fortes en termes de vente que ce que nous on a fait. Et après pour l'avenir, en fait ça a été une période où on a pu se poser des questions sur comment faire vraiment à long terme parce qu'on a toujours l'impression d'être un peu en retard d'un business model. Finalement le business model d'aujourd'hui est déjà à moitié périmé et il faut toujours être en train de préparer le business model de demain. Donc là on est en train de travailler sur des produits techniques, donc qui serait un espace client vraiment innovant qui permette à tout le monde de gérer ses contrats de la maison. Donc en consolidant toutes les informations qu'il a sur ses différents espaces clients, par exemple de son fournisseur d'énergie, de son fournisseur d'accès Internet, de son assureur, d'y concentrer toutes les coordonnées de contact, de pouvoir changer de fournisseur en récupérant toutes les données à chaque fois sans avoir besoin de tout re-rentrer, de pouvoir signaler un déménagement pour que tous ces transferts soient faits d'un clic plutôt que de devoir refaire toutes les démarches là aussi de zéro. Donc on a ce type de projet qui est en cours de réflexion aujourd'hui. C'est vrai que c'est pendant la période de confinement qu'on s'est mis à y travailler de façon très opérationnelle et très concrète pour réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait pour le Selectra du futur. On aurait pu penser qu'une société comme Selectra, qui est un grand centre d'appel avec une offre de service sur l'énergie, aurait été plus affectée que cela par la crise. C'est intéressant de voir que son agilité lui permet de résister, plutôt bien même, de gagner des parts de marché. D'ailleurs, elle est agile dans la posture, mais aussi dans les méthodes de travail, puisque j'avais interviewé Xavier pour mon livre Innover en pratique, qui est sorti chez Erol début 2020, et il m'avait mentionné tout ce qu'il faisait en termes d'agilité, donc de développement agile, de principes agiles, d'outils agiles dans les systèmes d'information, donc dans le digital. Et on va justement parler un peu outils, voir comment ce passage au télétravail a pu se faire dans cette société. On verra aussi que l'âge a été un facteur très important. Alors c'est vrai qu'on a une culture qui est déjà très digitalisée et comme on a plein de bureaux différents, on est déjà assez largement en télétravail sur plein de sujets. Par rapport à des entreprises traditionnelles, c'est pas du tout le même panorama. On a aussi des équipes super jeunes, donc notre moyenne d'âge, ça doit être quelque chose comme 27 ans. Donc c'est pas du tout la même chose que quand on a une moyenne d'âge à 45. Donc avec des équipes très jeunes, on peut facilement passer en télétravail en utilisant tous les outils du numérique sans avoir besoin de faire des formations pour expliquer comment ça marche. Donc concrètement, on est tous de toute façon sur Slack, qui est une messagerie interne très utilisée par les startups. Donc vous savez, vous pouvez créer des canaux de communication, y ajouter qui vous voulez, ou envoyer des messages directs, et ça permet vraiment hyper bien de maintenir le lien, de faire passer les bonnes infos aux bonnes personnes. Ça marche vraiment hyper bien. Et sinon, on a beaucoup d'outils plutôt de structuration du travail, comme Trello ou Basecamp, qui sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez gérer des projets. Donc vous allez, par exemple, sur Trello, ouvrir des cartes pour chaque tâche que vous devez effectuer, et vous pouvez collaborer sur chaque carte en attribuant des tâches à différentes personnes jusqu'à ce qu'elles soient finalisées. Donc Basecamp, c'est un peu dans le même style, mais c'est un peu plus pour des projets techniques, donc du développement. Donc voilà, c'est principalement Slack, Trello, Basecamp qui nous permettent de télétravailler. En fait, il y a des populations qui sont moins habituées au télétravail chez nous, qui sont les populations de téléconseillers. Donc là, on a des problématiques un peu plus techniques d'interfaçage avec des systèmes d'information des fournisseurs d'énergie ou d'accès Internet partenaires. Et donc là-dessus, on est obligé de travailler avec des VPN qui nous permettent d'accéder de façon la plus sécurisée possible à ces différents réseaux de systèmes d'information de nos partenaires. Donc ça, il a fallu pour le coup le mettre en place à l'occasion du passage général en télétravail de nos téléconseillers. Et ce passage en télétravail a été bien accueilli par les équipes, seulement il ne pourra pas perdurer et on va découvrir pourquoi. Donc moi, j'adorerais faire en sorte que tout le monde puisse télétravailler chez nous
à l'infini. Mais en fait, il y a aussi une autre obsession du moment, c'est la sécurité des données personnelles. Et moi, je suis persuadé que tous nos donneurs d'ordre vont nous dire télétravail, niet, une fois que la crise du coronavirus est passée, tout le monde revient au bureau. Parce que on veut que les espaces de travail soient sécurisés avec des normes. Par ailleurs, à mon avis, ne garantissent pas plus que ça la sécurité des données personnelles. Mais bon, comme ça, on peut dire qu'on a mis tout en œuvre pour que le minimum de risques puisse survenir. Et donc, ce motif de la sécurité, alors chez nous, c'est les données personnelles, mais ça peut être les systèmes informatiques, ça peut être des systèmes de trading. Toutes ces préoccupations-là, elles vont finir par aussi redominer le mouvement Covid et faire en sorte que le télétravail, il sera certainement davantage possible qu'avant pour les cadres, tous les salariés qui n'ont pas de problématique d'accès à des systèmes sécurisés, mais que pour tous les autres, et qui sont très nombreux, on restera dans un monde où ce sera pas possible. Donc j'ai peur que cette crise ne donne pas lieu aux bouleversements socio-économiques auxquels on pourrait s'attendre et voir qu'on pourrait espérer. C'est intéressant cette tension entre Xavier, chef d'entreprise, qui souhaiterait faire perdurer le télétravail après la crise, laisser de la souplesse à ses équipes, et au contraire, ses donneurs d'ordre, souvent les fournisseurs d'énergie, qui souhaitent protéger au maximum leurs données. À raison, évidemment, c'est vraiment essentiel de protéger les données personnelles des clients. D'ailleurs, chez Selectra, il n'y a pas de calepin, pas de stylo, à côté des ordinateurs, dans les espaces, on ne peut pas prendre des notes, repartir chez soi avec les cartes de crédit, les numéros de carte de chaque personne. Mais en fait, on a échangé avec Xavier et quand on veut vraiment frauder, on trouve toujours un moyen. Et c'est dommage de finalement pénaliser une grande majorité des personnes qui sont engagées, à qui on peut faire confiance, par peur qu'une minorité en abuse. Ça rejoint des sujets plus larges de design by confiance, d'innovation, et finalement de l'exercice de ce super pouvoir qu'est la confiance, qui peut donner des résultats assez incroyables, mais qui est opposé avec le refus du risque, plus ou moins légitime évidemment. C'est un sujet à creuser et avec Xavier, on a ensuite parlé plus précisément des dispositifs d'aide que l'État a mis en place. Qu'est-ce que Selectra a activé et pourquoi ? Alors en fait, au tout début, on a eu peur de devoir mettre beaucoup de staff au chômage technique parce que la baisse d'activité était vraiment très marquée. Et puis au final, on a trouvé donc l'astuce sur Facebook dont on a parlé tout à l'heure qui nous a relancé. Ensuite, ça allait un peu mieux de façon générale sur toute l'activité avec la suite du confinement. Donc finalement, on n'a jamais mis au chômage technique que notre staff d'entretien de bureau, puisque il y avait vraiment plus de bureaux à nettoyer. Il n'était pas question que qui que ce soit se rende au bureau. Donc c'est le seul staff qu'on a mis en chômage technique. Et sinon, on aura recours à aucune autre aide, tout simplement parce que en réalité, on reste une entreprise rentable. On est touché, mais loin d'être coulé. Et il y a certainement plein d'autres entreprises qui ont plus besoin de ces aides que nous. Honnêtement, je vois pas mal de gens autour de moi qui sont soi-disant au chômage technique, qui en réalité travaillent. Je trouve que c'est le dernier des scandales, puisque c'est en fait prendre, et pas toujours en plus par des boîtes qui n'ont pas d'argent, bien au contraire. Donc c'est vraiment profiter du système et faire payer aux autres le coût de ses salariés, tout en les forçant à travailler comme des chiens matin, midi et soir. Enfin, c'est vraiment quelque chose que moralement je réprouve. On va creuser le déficit pour aller soutenir des boîtes qui n'en ont pas besoin et qui en réalité ont fait travailler leurs salariés en permanence. Il y a vraiment des abus et j'aurais pas voulu en faire partie de cette catégorie-là. Donc quoi qu'il arrive chez nous, a priori aucune autre aide ne sera nécessaire et Dieu merci, et j'espère qu'on préservera au maximum ces aides pour les entreprises qui en ont vraiment besoin. Voilà une prise de position très tranchée qui fait écho à celle de Fleur Trottmann du Sens de la Ville, qui elle non plus n'a pas souhaité mettre des personnels en chômage technique pour profiter du système, mais qui souhaite vraiment que ce soit utilisé par les entreprises qui en ont besoin. Donc c'est tout à leur honneur et ça m'amène à ce moment du podcast où on parle énéagramme, MBTI et signe astro. C'est la deuxième fois que j'ai un invité qui connaît son énéagramme. Ça fait plaisir. Alors, donc, du coup, je suis énéagramme 3. Donc, 3, d'après ce que j'en ai compris, c'est vraiment l'orientation vers l'action qui domine. C'est le fait d'avoir toujours des projets, d'aimer les réalisations concrètes, d'être finalement assez dans la rationalité et d'être assez fonceur en fait aussi. Donc moi, c'est ça que j'en retiens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de 3 autour de moi. Quand je fais faire le test à des amis proches ou même à des camarades de travail, je me rends compte qu'on est assez nombreux à être dans ce même cas. Donc peut-être que je m'en entoure inconsciemment également. Et du coup, moi je pense que la richesse de l'énéagramme en général, c'est de prendre du recul pour pouvoir prendre conscience que tout le monde n'est pas comme soi et donc ne réagit pas pareil. Et donc dans sa communication, il faut veiller à prendre en compte qui on a en face de soi et avoir par exemple à l'esprit l'étude de l'énéagramme. Ça permet de mieux mettre des mots sur quelle est la personnalité de la personne en face de soi et de comment s'y adapter. Donc voilà pour moi ce que ça
ce que ça apporte cet outil. Échange très intéressant sur l'énéagramme. Moi, je suis type 7, plutôt enthousiaste, et je trouve que c'est un test qui nous ressemble bien et qui permet aussi de mieux comprendre les autres et de mieux communiquer. On a ensuite parlé MBTI. Xavier est ENFJ, c'est comme Reese Witherspoon, Nelson Mandela, plein de personnalités. Si ce qu'on trouve sur Internet est vrai. Voilà ce que Xavier retient de ce test de personnalité le concernant. Je crois que ce qu'on aime, c'est vraiment insuffler des mouvements, influencer, et le tout un peu dans la joie et la bonne humeur. Mais effectivement, moi j'en croise relativement peu, notamment au sein de l'entreprise. J'en connais pas un seul. On a beaucoup d'architectes, me semble-t-il, chez nous, de logisticiens, des personnalités finalement plus introverties aussi. Du coup, ça me rassure un peu parce que je vois qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui sont des 3. Et par contre, au MBTI, ils sont jamais ENFJ. Et du coup, je me dis que je ne m'entoure pas de clones de moi-même, mais bien de gens différents, ce qui me rassure un tout petit peu. Donc un échange très fructueux sur l'énéagramme et le MBTI. En revanche, pour le signe astro, j'ai fait chou blanc. Alors moi, je suis Sagittaire, ascendant Scorpion, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire, à part que Scorpion, ça a l'air d'être un peu méchant, un peu requin, et Sagittaire, au contraire, plutôt sage et sympa, non? C'est pas ça l'idée? C'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave. On a parlé ensuite de thème astral et on a eu un échange intéressant à ce sujet. C'est amusant, j'en discutais avec une collaboratrice justement qui avait fait le thème astral aussi avec l'heure de naissance, et elle avait dit non mais dans les personnalités de la boîte, la plus bizarre c'est celle d'Orion. Donc Orion c'est mon associé, et effectivement il a une personnalité hyper particulière qui est tout et son contraire à la fois, très changeant et en même temps très déterminé et stable, très franc, très rentre dedans, à pas vraiment s'occuper justement des différences de personnalité de qui il a en face, et en même temps très humain et très gentil. Du coup, c'est un mélange de plein de choses très bizarres, et ça avait été très bien expliqué par une collaboratrice de par son thème astral. Et voilà, on arrive à la fin de l'entretien avec ma dernière question sur l'épreuve coronavirus. Est-ce que Xavier a l'impression de vivre une épreuve aujourd'hui? Et si oui, de quelle nature? Je dirais comme tout le monde, mais une épreuve d'une intensité quand même très très limitée, à côté de celle déjà du personnel soignant qui fait face à des charges de travail et puis des charges émotionnelles très importantes, en plus d'un risque direct pour sa santé. Et je dirais aussi une épreuve beaucoup moins importante que les chefs d'entreprise qui sont confrontés à une perte d'activité totale ou très importante, qui sont extrêmement nombreux. Je pense à tout le monde du tourisme, en fait, ou tout le monde de l'événementiel. C'est quand même des situations extraordinairement stressantes, rageantes, et je sais pas où ça va nous mener, mais je suis vraiment très inquiet si on n'arrive pas à rouvrir l'ensemble de ces activités à moyen terme. Donc je dirais que c'est une épreuve parce que ça nous a forcé à nous réinventer, à faire un mouvement commun pour relancer l'activité qu'on n'aurait pas eu sinon, et parce que c'était aussi un peu un moment de stress parce qu'on savait pas trop jusqu'où ça allait baisser. Mais aujourd'hui qu'on n'est pas tiré d'affaire, mais enfin qu'on voit qu'on survivra à cette crise, c'est plus un moment intéressant en fait pour moi, de remise en question, de réflexion sur l'avenir, de réinventer aussi des nouvelles formes de travail, notamment avec le télétravail. Donc le côté épreuve, moi je l'ai moins vécu finalement du côté professionnel que du côté personnel, où l'isolement est hyper je trouve compliqué à vivre. J'ai l'habitude c'est un peu mon profil d'MBTI, hein, chez les ENFJ, comme chez les Ennéagrammes 3, en général, on aime bien voir du monde. Et ça, moi, c'est ça qui me manque le plus, quoi, la sensation d'isolement. Donc, je dirais que c'est plus une épreuve personnelle qu'une épreuve professionnelle. Professionnellement, en fait, j'ai plutôt aimé cette période, même si il y a eu des débuts compliqués, stressants, challengeants. C'est plus personnellement que je voudrais vraiment que ça s'arrête, quoi. Et puis aussi, en tant que citoyen, en fait, du point de vue des conséquences sociales et économiques que c'est en train d'apporter, je suis vraiment stressé pour la France, pour l'Europe et pour le monde sur les conséquences économiques et sociales de cette crise, quoi. Elles sont massives et c'est vraiment du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à payer une partie importante des salariés français en chômage partiel aux frais de qui? Je rappelle, du déficit de l'État, qui lui-même est racheté par la BCE, qui donc crée de la monnaie à l'infini. Est-ce tout le monde va continuer à avoir confiance dans l'euro si la BCE est une planche à billets perpétuelle? Donc voilà, moi c'est toutes ces questions aussi en tant que citoyen qui m'interrogent et qui me font craindre une épreuve de long terme, une épreuve collective plus que professionnelle pour moi. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve, interview, enregistrement et montage par moi-même, musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolestromboni.com/site/podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés à venir
Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole@carolstromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. À bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.